Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à un traitement préventif qui a fait ses preuves pour faire obstacle au sida. Bonjour, docteur Radia Djebar. Bonjour. Tu es une médecin et coordinatrice de l'équipe d'experts médicaux à Sida Info Service en France. On va parler de cette prophylaxie pré-exposition que l'on appelle la PrEP. Tu nous diras qui est concerné, qui a intérêt à en bénéficier, comment la prendre et nous parlerons de l'usage du préservatif qui demeure essentiel dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont fait partie le VIH, le virus responsable du sida qui infecte encore environ 5000 nouvelles personnes chaque année en France. Mais d'abord, on voudrait en savoir plus sur ton parcours. Je le disais, tu es médecin. Comment as-tu décidé d'œuvrer dans le champ de la prévention ? Je suis médecin, je suis pneumologue à l'origine. Je suis arrivée dans le VIH tout à fait par hasard en 2000. Et c'est une spécialité qui m'a passionnée. J'ai laissé tomber ma première spécialité qui était la pneumologie. Depuis 2000, je suis dans le VIH, dans la lutte contre le VIH et les hépatites, dans des services hospitaliers d'abord, avec un petit temps, un sida info-service en tant que coordinatrice médicale, et puis de plus en plus, plus de temps à sida info-service dont le travail m'a passionnée. C'est un travail qui est en même temps un travail associatif de lutte contre le VIH et puis un travail qui est fait par des experts, en fait, qui sont très, très informés du VIH. Ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des personnes qui sont formées au VIH. Donc, petit à petit, je suis à Sida Info-Service à temps plein en tant que coordinatrice médicale. Et merci de te rendre disponible pour répondre à nos questions. Alors, on va prendre le sujet de la PrEP le plus concrètement possible. D'abord, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est que cette PrEP ? Ce sont des comprimés ? Actuellement, oui, ce sont des comprimés. Il y a une possibilité que un traitement par injection soit également utilisé. Il a eu l'AMM au niveau européen, mais pas encore au niveau, pas en France. Donc actuellement, on est sur la forme PrEP en comprimé. Il y a un seul médicament qui est composé de 2 molécules qui s'appelle le Truvada. C'est le seul médicament qui a eu une autorisation pour être utilisé dans la PrEP. Actuellement, il est délivré en générique, sous forme de générique, et il est pris en charge complètement par l'assurance maladie. C'est un traitement qui permet d'éviter d'être contaminé par le VIH. Tu le disais, pris en charge à 100% par l'assurance maladie depuis 2016, mais il s'adresse à un public jugé prioritaire. Peux-tu nous dire qui est prioritairement concerné par ce traitement ? Alors, à l'origine de la promotion de cette idée de prévenir le VIH par un traitement pris en continu, c'est-à-dire tous les jours où on discontinue pour couvrir une période d'activité. Les personnes qui étaient essentiellement concernées sont toutes les personnes qui n'utilisent. D'abord, il faut pas être infecté par le VIH, c'est très important, donc ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas contaminées par le VIH. Et donc, ce traitement s'adressait en priorité aux personnes qui étaient exposées au VIH et qui n'utilisaient pas le préservatif. Donc, essentiellement, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les trans, les personnes qui travaillent dans la prostitution, les personnes qui viennent ou qui vivent dans des zones à haute prévalence du VIH. Petit à petit est née la notion de prévention combinée, c'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs moyens pour éviter d'être contaminé par le VIH. Et là, donc, l'utilisation de la PrEP s'est généralisée, concerne toute personne qui pense que dans ses pratiques sexuelles, elle prend un risque. Et donc, on voit parfois des personnes qui utilisent le préservatif pour certaines de pratiques et qui utilisent quand même la PrEP parce qu'elles ont d'autres pratiques qui ne sont pas couvertes par le préservatif. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de contre-indication, peut-être même au contraire, d'utiliser les deux modes de prévention.
C'est vrai que la notion de risque est centrale, mais c'est pas facile de se situer personnellement sur une échelle de risque vis-à-vis du sida. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça? Alors, ça dépend de ses pratiques sexuelles. Les risques, c'est tout rapport sexuel non protégé. Effectivement, après, entre la notion de la, la prévalence du risque chez le partenaire, mais dès le moment où on a un rapport sexuel non protégé, qu'il soit donc de pénétration sexuelle ou homosexuelle, il y a un risque d'être affecté par le VIH. Il y a aussi tout ce qui est utilisation de drogue par voie injectable, également qui a un risque, et puis tous les risques sanguins qui relèvent du métier de soignant, donc les accidents d'exposition professionnelle. Ce qu'on voit fréquemment, malheureusement, c'est que les personnes ne se sentent pas concernées, pensent que le VIH ne les concerne pas. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que tout rapport sexuel non protégé par un préservatif peut exposer à un risque d'infection par le VIH. Alors, je me mets dans la situation de toute personne qui découvre l'existence de ce traitement, la PrEP, en nous écoutant. C'est disponible, et donc homologué par les autorités de santé en France. C'est disponible aux personnes majeures, aux hommes, aux femmes et aux transgenres. Hein, c'est tout public, j'allais dire. Et également, ça peut être également proposé aux mineurs. Donc là, vous venez de citer les majeurs, hommes, femmes, trans. Donc, c'est pour toutes ces personnes, mais c'est également possiblement prescrit aux mineurs. Et comme il y a une situation de risque majeur pour les mineurs, si mineur est travailleur du sexe, par exemple, ou si il est dans une situation qui l'expose au VIH, la prescription peut se faire aux mineurs avec ou sans l'autorisation des parents ou des tuteurs. D'accord, précision importante. Et donc, on parle de prescription. Une question, c'est tous les médecins peuvent prescrire la PrEP? Il faut en parler à son médecin généraliste, par exemple. Depuis donc peu de temps, tous les généralistes peuvent prescrire, peuvent initier la PrEP. Au départ de la prescription de la PrEP, la première initiation était obligatoirement hospitalière et le médecin généraliste pouvait renouveler les ordonnances. Depuis 2021, je crois, du 7 avril 2021, les médecins généralistes peuvent initier la première prescription et suivre complètement la personne qui est sous PrEP. Alors bon, on n'est pas dans une consultation médicale, mais j'ai dit on va poser des questions très concrètes. Dès lors qu'il est question d'un médicament, certaines personnes peuvent se poser la question d'incompatibilité avec d'autres médicaments. Alors je pense par exemple aux femmes et à la pilule contraceptive. Est-ce que ces deux médecines peuvent se prendre en même temps? Le médicament qui est utilisé dans la PrEP est justement un médicament qui a très très peu d'incompatibilité ou d'effets secondaires du couple. Il n'y a aucun problème à le prendre avec une contraception, que ce soit une contraception régulière ou une contraception d'urgence. Il n'y a pas de contre-indication. La seule précaution à prendre avec ce traitement, c'est l'utilisation avec ce qu'on appelle les pansements gastriques, tout ce qui diminue l'acidité. Ça n'est pas une contre-indication définitive. Il faut juste espacer les deux prises. La prise de Truvada et la prise du pansement gastrique. Et sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications connues à ce médicament. J'ai une question justement sur la connaissance, la notoriété de ce traitement, justement, parce que ça fait quand même depuis 2016 qu'il est remboursé, qu'il est proposé. Comment expliquer qu'il n'est pas si connu que ça dans la population générale? Est-ce que c'est le préservatif qui lui fait de l'ombre, j'allais dire par son efficacité, et qu'il est difficile de comprendre l'addition parfois de ces deux modes de prévention lorsqu'on choisit de faire les deux?
Il y a déjà un élément dont on n'a pas parlé qu'il est important de citer, c'est que la PrEP ne protège que du VIH. La PrEP ne protège pas des autres IST. Donc ça, c'est le premier élément. Je ne crois pas que le préservatif fasse de l'ombre à la PrEP. Parce que quand on regarde les sollicitations que nous avons sur site service, il faut savoir que nous avons à peu près 100 000 sollicitations par année. Les personnes qui nous appellent parce qu'elles ont pris un risque, parce qu'elles s'inquiètent, on a plus de 50% qui n'ont pas utilisé de préservatif. Donc, le préservatif reste quelque chose qui n'est pas utilisé par l'ensemble de la population. Je pense que le problème vient peut-être d'une mauvaise communication. La communication, étant donné que la PrEP a été initiée au départ essentiellement chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, donc la communication continue à se faire vers cette population, vers les trans aussi, mais très peu vers la population générale. Et en particulier, très, très, très peu vers les femmes. Au niveau des personnes qui utilisent la PrEP, selon les données de la CPAM, donc la Caisse d'assurance maladie, les femmes représentent à peu près 3% seulement des personnes qui prennent la PrEP. Donc, je pense que c'est un défaut de communication sur la PrEP, son efficacité, son innocuité. Alors, quelles sont les données justement à propos de l'efficacité et de l'innocuité? Parce qu'en effet, traitement pose souvent on se pose toujours cette question avant de le prendre, même si en effet c'est autorisé par les autorités de santé. L'efficacité est très très élevée, elle est proche de 100% quand le médicament est bien pris, quand il n'y a pas d'oubli, quand il n'y a pas de retard dans les prises, etc. Donc l'efficacité est très très élevée et c'est un médicament qui a vraiment fait ses preuves comme élément de prévention de l'affection par le VIH. L'innocuité, c'est un médicament qui a très peu d'effets secondaires, mais il y a un risque très minime d'insuffisance rénale. Donc, il est nécessaire d'avoir un suivi régulier quand on prend la PrEP. La surveillance régulière était la conséquence donc, de ce risque minime d'effets secondaires, mais également du fait que les personnes qui sont PrEP et qui ont des rapports sexuellement protégés prennent des risques par rapport aux IST. Et on sait que les IST font le lit de l'infection par le VIH. Donc, il y a une surveillance, dès le moment où on est sous PrEP, il y a une surveillance régulière qui est nécessaire environ tous les 3 mois pour dépister les IST et dépister ce risque d'effet secondaire qui est très minime. Alors, on parle de la PrEP depuis tout à l'heure. Nous parlons donc d'une stratégie de prévention. Que faire si on ne prend pas la PrEP et que l'on sait ou que l'on pense qu'on vient de prendre un risque immédiat d'être touché par le virus du sida après une relation sexuelle ou un accident médical ou la manipulation d'une seringue, par exemple? Il existe un traitement d'urgence, donc à bien distinguer. Ce traitement s'appelle le traitement post-exposition. Qu'en est-il et comment procéder? Bon, le traitement post-exposition, comme le dit son nom, c'est après une exposition. Il est vraiment différencié de la PrEP, ce dont on vient de parler. Le traitement post-exposition, différemment de la PrEP, qui est une bithérapie, le Truvada contient 2 molécules. Le traitement post-exposition est une trithérapie, donc un traitement comme on en donne aux personnes qui sont infectées par le VIH, dont la caractéristique essentielle est qu'il doit être pris le plus rapidement possible après la prise d'un risque, dans les 48 heures ou plus tard. Au-delà de 48 heures, une personne qui a pris un risque, même si le risque est important, si elle arrive devant le médecin après 48 heures par rapport au risque, elle ne peut plus bénéficier de ce traitement. Donc, c'est un élément vraiment très, très important à retenir. Plus tôt on y va, mieux
on est préservé du risque d'infection par le VIH. Et c'est un traitement qui est pris pendant 4 semaines et qui nécessite ensuite une surveillance, un suivi pendant 2 mois après l'arrêt du traitement. Pour le moment, cette durée va peut-être être réduite et donc mais qui nécessite un suivi. Et pour ce traitement post-exposition, que l'on appelle aussi le TPE par son petit nom, comment le recevoir? Il faut se rendre aux urgences à l'hôpital? Alors pour le TPE, les médecins généralistes n'ont pas encore la possibilité de le prescrire. Donc la seule possibilité, c'est d'aller vers un service de maladies infectieuses pendant les heures d'ouverture, un CGIT, centre de dépistage anonyme et gratuit, ou aux urgences. Il n'y a pas d'autre possibilité d'accès à ce traitement en passant par son médecin généraliste. Donc c'est compliqué quand on vient de prendre un risque, et surtout s'il est tard et on ne sait pas à qui, où aller, à qui s'adresser. Si l'infoservice a un annuaire très, très développé, mis à jour pratiquement en temps réel, et qui pourrait donc, que les écoutants de site infoservice pourraient donc, en fonction de l'endroit où se trouve la personne qui a pris un risque, l'orienter vers un endroit, vers un service d'urgence ou un service de maladies infectieuses qui est ouvert à ce moment-là. Alors, on va parler un peu des autres modalités de prévention du sida, mais peux-tu d'abord nous parler du sida en lui-même en 2023? C'est-à-dire qu'on sait que les personnes touchées par la maladie peuvent bénéficier d'un traitement, d'une trithérapie, mais on ne sait pas encore guérir cette maladie. Non, c'est pas guérir. Il faut d'abord faire la différence entre l'infection par le VIH et le sida. L'infection par le VIH, c'est le fait d'être contaminé par le VIH. La contamination par le VIH va passer plusieurs étapes, plusieurs stades. Et le sida, c'est le stade ultime de l'évolution de l'infection. C'est quand on a commencé à développer des maladies graves qui sont provoquées par l'infection qui a évolué pendant plusieurs années. Donc, il y a une trithérapie actuellement qui est très efficace, qui a très, très peu d'effets secondaires et qui, malheureusement, ne guérit pas. Ne guérit pas, mais les personnes qui sont infectées, qui sont sous traitement, donc plus tôt on prend le traitement, c'est ce que on pousse au dépistage, en fait, on pousse au dépistage pour dépister la contamination très rapidement. Quand on est dépisté au stade de ce qu'on appelle la primo-infection, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois qui ont suivi la contamination, on a beaucoup plus de chances, en ayant un traitement très rapidement, d'avoir un pronostic de vie normal et de bien répondre au traitement, etc. Donc, on pousse les gens à se dépister pour qu'ils soient traités le plus rapidement possible. Sinon, la trithérapie, je vous disais, elle est efficace. Elle est avec enfin, des prises très, très simples. Très souvent, c'est 1 comprimé par jour. Et avec très, très peu d'effets secondaires, toutes les modifications morphologiques qu'on voyait avec les premiers traitements n'existent plus. Les effets sur le cœur et cardiovasculaire, etc., n'existent plus. Une des avancées essentielles dans le traitement du VIH, c'est qu'on sait maintenant qu'une personne qui est traitée, qui a une charge virale indétectable depuis quelques mois, depuis 6 mois, on dit, ne contamine plus. Ce qui veut dire qu'une personne qui est contaminée par le VIH, qui est dans un couple, par exemple, ce qu'on appelle sérodifférent, c'est-à-dire son partenaire ou sa partenaire n'est pas infectée, peut avoir des enfants normalement. Alors qu'avant, on passait par l'aide à la procréation. Donc, l'objectif, si on arrivait à traiter tout le monde, à les rendre indétectables, c'est qu'à un moment, il n'y a plus de VIH dans le monde. Alors c'est là où la communauté médicale se mobilise, notamment, et tu disais référence, pour promouvoir le dépistage. Alors je me dis que l'épidémie de Covid a grandement popularisé le recours au test. Le test du Covid est devenu presque banal pour monsieur et madame tout le monde. Qu'en est-il du test du VIH? Est-ce que les regards, l'accès au test évolue favorablement? C'est gratuit depuis janvier 2022 en France. C'est ça. Jusque-là,
Le dépistage se faisait dans les CIGID de manière gratuite dans les CIGID ou dans les hôpitaux. Là, actuellement, on peut faire. C'est pas la gratuité en fait qui a changé parce qu'il a toujours été gratuit quand on a une couverture sociale. Seulement, dans les laboratoires de ville, il fallait avoir une prescription médicale. Il fallait d'abord passer par son médecin et c'était pris en charge par la sécurité sociale à condition d'avoir cette prescription. Ce qui a changé, c'est que n'importe qui peut se rendre dans n'importe quel laboratoire de biologie médicale et demander à être dépisté sans avoir d'ordonnance, sans avoir de prescription. Et ça, c'est pour pousser le maximum de personnes à se faire dépister pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traitement a un double bénéfice. Il a un bénéfice pour la personne quand elle sait qu'elle est infectée et qu'elle se traite. Elle améliore son pronostic. On dit actuellement qu'une personne dépistée, traitée, quand elle a un bon nombre de CD4, elle a le même pronostic vital qu'une personne qui n'est pas infectée par le VIH. Donc, je disais que ça a un double avantage, donc un avantage individuel, si ce traitement et cette prise en charge, et un avantage collectif, de ne pas contaminer les autres. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ce délai de 3 mois qui est important pour avoir les meilleures chances possibles, si malheureusement on est contaminé, les meilleures chances d'efficacité possible des traitements et avoir cette vie et cette espérance de vie normale dont tu parles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les citoyens adoptent une façon de se faire un calendrier pour se faire dépister qui tient compte de ces 3 mois? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître? Oui, oui, alors, je voudrais juste corriger sur le pronostic vital. En fait, même si on n'est pas dépisté dans les 3 mois et qu'on n'est pas arrivé au stade SIDA et qu'on prend son traitement et que le traitement est bien pris, on a quand même un bon pronostic vital à long terme. Maintenant, euh, comment dire, l'objectif des traitements, c'est que les personnes aient une vie comme les autres. Seulement, celles qui sont diagnostiquées très très tôt, le VIH ne va pas se cacher dans des endroits où il ne sera pas accessible, ce qu'on appelle les réservoirs. Donc, il va pas se cacher dans ces endroits. Et de cette façon, le pronostic à très 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 long terme est encore meilleur. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, un calendrier à suivre, un peu comme le calendrier vaccinal, quelque part, qu'il faudrait connaître, que tout le monde devrait avoir en tête? Tout à fait, il existe des recommandations très très précises pour les personnes qui ont des partenaires multiples, et en particulier les HSH. Il est recommandé de faire un dépistage tous les 3 mois. Parce que comme ils prennent des risques, ils vont pas aller, à chaque fois qu'ils ont pris un risque, aller se prendre un TPE. Donc, on dit un dépistage tous les 3 mois, justement. Et un dépistage à tout changement de partenaire pour les autres. Et dépistage également pour les personnes qui s'installent ensemble avant d'arrêter les préservatifs. Donc, on leur recommande l'utilisation des préservatifs pendant 6 semaines et ensuite faire leur test. Et si ils sont négatifs tous les deux, ils pourront arrêter le préservatif. Et les 6 semaines, c'est parce que le délai de fiabilité d'un test négatif est de 6 semaines par rapport au risque. Après un risque, si on est négatif 6 semaines, on peut être positif avant, mais à 6 semaines, si on est négatif, on est sûr à 100% qu'on n'a pas été contaminé. Quand je parle de dépistage, c'est le dépistage en laboratoire. Parce que le dépistage par les autotests qui sont vendus en pharmacie ou par les tests rapides qui sont faits par les associations, le délai est de 3 mois, il est plus long. Voilà, il y a des recommandations en fait, pour les dépistages. Et merci de nous les indiquer ou de nous les rappeler. Alors, docteur, tu travailles, donc, on l'a entendu, chez SIDA Info Service. Toute personne qui se pose des questions peut vous contacter quasiment à tout moment. Comment ça fonctionne? C'est par téléphone et aussi par Internet. Vous avez un chat? On a un chat, on a un mail. Nous sommes ouverts tous les jours, dimanche et jours fériés compris, de 8h à 23h. Donc, on peut contacter SIDA Info Service sur le téléphone, le 0800 840 800, par mail et par chat également.
SIDA Info Service a été créé il y a 33 ans, au début de l'épidémie sur le VIH, et donc répondait sur le VIH en fait au début. Et petit à petit, en fonction de l'évolution et de l'apparition de nouvelles maladies, SIDA Info Service est devenu 6 associations et répond à toutes les questions sur les hépatites, toutes les IST, et également sur les questions de la santé sexuelle de manière beaucoup plus globale. SIDA Info Service, donc je mets toutes les informations pratiques, tous les liens, les numéros de téléphone en description. Alors, c'est pas une émission sur le préservatif, mais je tiens à rappeler que pour les jeunes qui habitent en France et qui ont moins de 26 ans, depuis janvier 2023, l'accès au préservatif est gratuit pour 2 marques de préservatifs et c'est dans toutes les pharmacies françaises. Il suffit d'y aller et de les demander, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est gratuit pour les moins de 26 ans en France, dans toutes les pharmacies. Dr Radia Djebar, donc coordinatrice médicale à SIDA Info Service. Merci pour la clarté de ces réponses et toutes ces informations. On vous trouve aussi sur les réseaux sociaux? Tout à fait, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. Merci d'être passé dans Soluble. De rien, au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.